Donc on va faire la correction de l'activité à propos de la pile. On va en profiter également pour parler un petit peu. Donc sur l'activité documentaire, vous parlez un petit peu des piles et des sources de tension en général. On vous disait que une pile, c'est une source de tension. Et donc, ça veut dire que si c'est une source de tension, quel que soit le circuit électrique qu'elle alimente, la tension à ses bornes doit rester constante. Cette phrase, elle est très importante, on s'en resservira après. L'objectif de cette activité, en fait, c'était d'observer quel est le comportement réel de la tension d'une pile lorsqu'on fait varier l'intensité du courant électrique en faisant varier finalement le circuit électrique. Donc pour cette activité, vous aviez différents documents. Un premier document sur le rhéostat qui vous expliquait qu'en fait un rhéostat c'est une résistance réglable dont on peut faire varier la valeur à l'aide ici du curseur. L'idée c'est de faire varier la valeur de la résistance, et donc pour faire varier la valeur de la résistance, il faut se brancher entre la borne rouge et une borne noire. Ensuite, on vous parlait de la pile qui est une source de tension. Bon, on vous dit qu'elle est capable de générer de fortes intensités, ce qui peut déclencher des combustions. Le schéma normalisé du rhéostat, si vous regardez, ici vous avez 3 bornes en fait. 2 bornes noires, ces 2 bornes-là, si on se branche aux bornes noires, en fait, on va avoir l'intégralité de la résistance du rhéostat. On ne pourra pas faire varier la valeur. Tandis que quand on se branche ici sur la borne rouge, entre la borne rouge ici et une borne noire, en fonction de là où va se déplacer cette flèche, ici ou là, la résistance, la valeur de la résistance du rhéostat va pouvoir changer. Ensuite, en dernier document, on vous donnait en fait un document qui vous permettait de voir ce que c'était que la caractéristique intensité-tension d'un conducteur ohmique. Alors la caractéristique d'un conducteur quelconque, ça sera toujours de tracer finalement cette courbe-là avec U la tension aux bornes de votre composant, en fonction de I l'intensité qui traverse votre composant. Et alors sans surprise, pour une résistance, eh bien, on trouve une droite qui passe par l'origine, d'équation du coup U égale à R fois I. Eh bien, U égale à R fois I, finalement c'est votre loi d'Ohm. Allez, on passe à la question 1. On vous dit pour un conducteur ohmique, c'est-à-dire une résistance variable, qu'arrive-t-il à l'intensité du courant électrique qui le traverse si on diminue la résistance mais qu'on garde la tension à ses bornes constante? Alors ça veut dire quoi tout ça? Eh bien déjà on parle d'un conducteur ohmique, ça veut dire qu'il va respecter la loi d'Ohm qui est donnée ici. Il respecte U égale à RI. U égale à RI, en fait c'est pareil que de dire I égale à U sur R. Eh bien, si on regarde, si la valeur de la résistance, elle augmente, mais que la valeur de la tension U reste constante, eh bien, forcément, I, l'intensité, va pouvoir diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait varier la résistance du rhéostat, eh bien, on va pouvoir faire diminuer l'intensité qui va traverser le circuit. La tension U va rester constante, car vous avez uniquement la pile et le rhéostat qui seront dans le circuit. Et la pile, à ses bornes, normalement, on a toujours la même tension, si c'est une source de tension idéale en tout cas. Donc en déduire le rôle du rhéostat, en fait, on a déjà répondu à cette question. Le rhéostat, il fait varier la valeur de la résistance, et donc la valeur de l'intensité dans le circuit. Et donc plus la résistance est grande, plus l'intensité est faible. En fait, il faut vous imaginer qu'une résistance, elle est là, en fait, c'est un peu comme un barrage filtrant. Vous savez, l'intensité, c'est de dire combien il y a d'électrons qui vont traverser une section du circuit en 1 seconde. Eh bien, si on met une résistance dans le circuit, eh ben, faut vous imaginer que c'est comme si on mettait un barrage filtrant et qu'on ne laissait passer, par exemple, plus que 2 électrons par seconde, au lieu d'en laisser passer 4 ou 5. Donc plus la résistance est grande, c'est-à-dire plus le barrage il sera filtrant en fait. Donc moins il laissera passer d'électrons à la seconde.
Ensuite, on nous demandait de faire le schéma électrique d'un circuit qui comprendrait du coup une pile, les appareils de mesure et un rhéostat. Le tout, enfin, une pile et un rhéostat en série, et après des appareils de mesure qui permettent de mesurer l'intensité dans le circuit et la tension aux bornes de la pile. Eh bien déjà, on va faire le schéma de base, c'est-à-dire on va schématiser notre petite pile ici, avec la borne plus et la borne moins. Aux bornes de la pile en série, on va pouvoir brancher notre rhéostat. Hop. Alors le rhéostat, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir faire varier la valeur de son intensité, eh bien, il faut se brancher entre la borne rouge et une des deux bornes noires. Donc, hop, ici, on va se mettre au niveau de la borne rouge. Hop. Et on se relie avec la borne noire. On nous demande de faire apparaître, alors normalement ici je devrais relier les deux points de mon circuit pour le fermer ce circuit. Sauf que comme je sais que je dois placer l'appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant, eh bien je vais en profiter pour le placer dès maintenant. L'appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant, c'est l'ampèremètre. L'ampèremètre, il se situe toujours à l'intérieur de la boucle, il est en série avec le circuit. Donc je place mon ampèremètre, qui se symbolise comme ceci. Hop. Et je finis par fermer mon circuit. Alors dans mon circuit ici, l'intensité, elle circule dans ce sens-là. Eh bien, il faut mettre les bonnes bornes au niveau de l'ampèremètre. L'ampèremètre, la borne qui est reliée à la borne plus, ça sera toujours la borne A. Et celle qui est reliée à plus ou moins longue distance à la borne moins de la pile, ça sera la borne comme pour commune. Voilà, on a placé l'appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant. Maintenant, il nous faut mesurer la tension aux bornes de la pile. Pour mesurer une tension, on utilise ce qu'on appelle un voltmètre. Le voltmètre, cette fois-ci, il vient en dérivation. Et alors, en dérivation de quoi? Il ne vient pas en dérivation du rhéostat, mais bien en dérivation de la pile, puisqu'on veut la tension aux bornes de la pile. Donc, je place mon voltmètre, qui se symbolise de la manière suivante. Et ici, pareil, il va falloir nommer les bornes du voltmètre. Alors, celle qui est reliée au pôle négatif de la pile, c'est la borne COM, pour commune, c'est celle qui est tout le temps branchée. Et celle qui est reliée à la borne positive, ça sera la borne V. Voilà pour le schéma électrique. Ensuite, on vous donnait un tableau de valeurs qui est recopié ici, qui vous donnait en fait les valeurs de l'intensité et de la tension quand on faisait varier la résistance au niveau du rhéostat. Donc on vous disait, soit en reportant ces valeurs sur un tableur, soit sur une feuille de papier, il fallait tracer la courbe caractéristique de la pile utilisée. Alors nous, on a vu, c'était dans le document 3, la courbe caractéristique d'une pile ou d'un quelconque dipôle électrique, c'est de tracer la tension à ces bornes, U, en fonction de l'intensité qui la traverse, I, avec I en ampères et U en volts. Donc c'est ce qu'on a fait ici, on a reporté nos points, et on se rend compte qu'en fait, ça nous donne quasiment quelque chose de linéaire, si on regarde, on a presque une droite. Et donc on va exploiter un petit peu tout ça. On nous demande de montrer que l'équation de cette courbe est du type y égale à a fois x plus b. Eh bien, pour montrer ça, il nous suffit de dire qu'on a une courbe qui est linéaire. Donc avec une règle, normalement, vous devriez pouvoir tracer une droite moyenne, en fait, de tous vos points. Et donc, l'équation d'une droite, eh bien, elle est toujours du type y égale à a fois x plus b, avec b l'ordonnée à l'origine et a le coefficient directeur. Ensuite, il vous fallait remplacer le y et le x dans l'équation par les grandeurs correspondantes au niveau de votre courbe. Eh bien, ici, on avait y en fonction de x, et nous, on a tracé u en fonction de i. Eh bien, y, ça correspond à u, x, ça correspond à i.
Notre équation, du coup, elle est de cette forme-là. Avec B, l'ordonnée à l'origine qu'on vient de lire ici, et A, le coefficient directeur. Ensuite, il fallait déterminer graphiquement la valeur de A et de B. Alors ici, je vous ai tracé la droite moyenne. Si on regarde, on a autant de points en dessous qu'au-dessus de la droite. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est facile. On se place au niveau de l'origine de l'axe des abscisses. Et puis, on regarde en ordonnée combien ça donne. Eh bien, ça nous donne 9 volts. Donc, on a 9 volts pour B, notre ordonnée à l'origine. Pour déterminer la valeur de A, le coefficient directeur, eh bien, il va nous falloir choisir 2 points. Un point A, par exemple celui-ci, et un point B, donc 2 points de notre droite, et utiliser la formule qu'on connaît, qui est YB moins YA sur XB moins XA. Bon, je ne vous la recopie pas, je vous la donne dans la slide juste après. Voilà, donc YB moins YA sur XB moins XA, c'est ce que je vous disais. Alors on a placé le point A ici, le point B là, et donc XB en fait c'est la valeur qu'on lit ici pour le point B sur l'axe des X là, et YB c'est la valeur qu'on lit ici sur l'axe des ordonnées pour le point B. Pour le point A c'est simple, XA quand on descend il vaut 0 et YA il vaut 9. Donc XB c'est 8,5 qui est donné ici, moins du coup XA 9, divisé par 0,17. 0,17 en fait c'est le XB qu'on a ici, ici on a 0,17, moins du coup 0, puisque quand on descend ici on est à 0. Ça nous donne un A égal à moins 2,94. Ici, vous ne pouvez pas forcément savoir quelle est l'unité donnée ici pour l'instant. On peut tout de même remplacer A et B dans l'équation qui était donnée ici. Donc on a dit B égale à 9 et A égale à moins 2,94. Alors pourquoi moins 2,94? Tout simplement parce que si on regarde, notre droite, ici, elle est décroissante. Donc si elle est décroissante, ça veut dire que son coefficient directeur, il est forcément négatif. Ensuite, on nous demande sur le même graphique de faire apparaître la courbe caractéristique d'une pile idéale telle qu'elle est décrite dans l'introduction. Alors dans l'introduction, on vous dit que quel que soit le circuit électrique qu'elle alimente, la tension aux bornes d'une pile doit rester constante. Eh bien ça, c'est pour une pile idéale. Eh bien ça veut dire que si la tension elle reste constante, eh bien on est censé avoir la courbe suivante, c'est-à-dire une droite linéaire du coup, mais qui ne dépend absolument pas de l'intensité. On aura U qui sera toujours égal à 9 volts, quoi qu'il arrive. Donc quand on compare nos deux courbes, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien c'est la question 9, et en même temps on va répondre à la question 10. Nos deux courbes ne se superposent pas, ça veut dire que la pile qui a été utilisée pour faire les mesures ici n'est pas une pile idéale. Si elle était idéale, cette pile, on aurait les deux courbes qui se superposent sur la courbe bleue ici. La tension ne dépendrait pas de l'intensité. Alors, une pile, vous l'aurez compris, c'est une source réelle de tension, ce n'est pas une source idéale. Donc son fonctionnement, il peut être modélisé par l'association en série d'une source idéale, c'est-à-dire une source de tension dont la tension aux bornes ne varie jamais, et d'une résistance. En fait, chaque pile a une petite résistance interne qui symbolise en fait le fait que votre pile, elle a tendance à chauffer. Et du coup, si votre pile elle a tendance à chauffer, ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui est perdue. S'il y a de l'énergie qui est perdue, elle est perdue par effet Joule parce que vos électrons vont être ralentis à l'intérieur de votre pile. Et donc, si les électrons ils sont ralentis, ça veut bien dire qu'il y a une résistance à l'intérieur. Bon, la question, c'était d'exprimer U, la tension aux bornes de la pile, donc c'est-à-dire le U global qu'on voit ici, là, en fonction de U0, de R et de I. Ce qu'on peut faire ici, c'est flécher la tension aux bornes de la résistance. Comme c'est une résistance, on se place en convention récepteur, c'est-à-dire que la tension doit être en sens inverse de l'intensité. On n'a qu'à appeler cette tension-là UR, et si on fait notre loi d'émail à l'intérieur
de cette boucle-ci, on se retrouve à écrire en fait, si on regarde, on aura du coup U0 qui est en positif, donc plus U0, moins UR, et si on regarde du coup, on sera avec moins U égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez écrire que U, la tension globale, elle est égale à U0 moins UR. Mais UR en fait, eh bien, si on utilise la loi d'Ohm, je vous rappelle la loi d'Ohm, U égale à R fois I, eh bien, on peut tout à fait remplacer UR ici par R fois I. On obtient donc l'équation suivante. Et donc, dans les questions qui vont venir, il va falloir comparer cette équation à celle qu'on a trouvée ici. Et donc, en comparant nos deux équations, ici, c'est l'équation qu'on a trouvée tout à l'heure. On a juste déplacé le U0, mais enfin, ça revient au même. Ici, c'est l'équation qu'on a trouvée grâce à notre courbe. Si on compare, en fait, on a bien une valeur positive, ici, 9, moins quelque chose multiplié par I. Eh bien, on peut en conclure que U0, il vaut 9 volts et que la résistance interne de votre pile, elle vaut 2,94 ohms. Il fallait en déduire ensuite la valeur de la puissance électrique perdue, hein, c'est-à-dire la puissance qui est dissipée par la pile à cause de l'effet Joule. Et on va se placer dans un cas où l'intensité du courant électrique est égale à 40 mA. Alors 40 mA, c'est 0,040 ampères. Eh bien, l'énergie perdue par la pile, en fait, elle est perdue par cette partie-là, qui est la partie résistive de la pile, en fait, par la résistance. Et donc, la puissance qui est perdue par la résistance, on l'a vu dans le cours, elle se calcule grâce à la formule suivante. P égale à R multiplié par l'intensité I au carré. On tombe donc sur une puissance perdue de 4,7 fois 10 puissance moins 3 watts. Je tiens à souligner que cette puissance perdue, elle est vraiment très faible. Pour la même valeur d'intensité, on va pouvoir calculer la puissance électrique fournie par la source idéale de la pile. Alors la source idéale, c'est cette partie-là, la partie qui fournit l'énergie. Et donc, pour avoir la puissance d'un générateur, il nous faut utiliser la formule suivante qui est donnée dans le cours, P égale à U multiplié par I. Et donc, on tombe sur une puissance fournie de 3,6 watts. Tout va bien jusqu'à présent, puisqu'on voit bien que la puissance fournie est supérieure à la puissance perdue pour l'instant. Donc, ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé. Ensuite, il fallait en déduire la valeur de la puissance électrique utile qui est fournie au reste du circuit. C'est-à-dire, il fallait savoir finalement quelle est la puissance qui est disponible pour le reste du circuit. Alors, au départ, on fournit 3,6 watts, auquel on est obligé de déduire la puissance qui est perdue par la pile parce qu'elle est en train de chauffer. Et donc, il nous reste normalement la puissance utile au reste du circuit. Et donc, il nous suffit de faire la soustraction suivante et on obtient du coup 3,595 watts. Il nous faut alors calculer le rendement de la pile. Alors nous, on a vu que le rendement, c'est la puissance utile sur la puissance fournie. Et donc, il nous faut prendre la puissance utile ici, au reste du circuit, divisé par la puissance qui a été fournie au tout début. Ici, on multiplie par 100 pour avoir un rendement en pourcentage. On obtient un rendement de 99,8%. C'est quelque chose d'assez important. Hein. Ce qu'on peut en déduire, c'est que notre pile ici, elle a une résistance interne qui est quand même relativement faible, en tout cas qui a très peu d'impact sur la puissance qui est délivrée au reste du circuit. Et donc, tant mieux, ça veut dire que votre pile, elle est plutôt bien efficace. On va passer du coup au bilan. Alors ici, vous avez le cours que vous avez disponible sur le Padlet.
on distingue deux types de sources de tension. Une source de tension idéale, qui va être représentée comme ceci. Eh bien, quand la source de tension elle est idéale, la tension U, elle ne dépend pas de l'intensité qui la traverse. C'est-à-dire qu'on obtient la courbe telle que on devrait l'avoir si la tension ne variait pas en fonction de l'intensité. On aurait du coup une droite, par exemple, dans notre exemple de l'activité, qui U valait tout le temps 9 volts, quoi qu'il arrive, quoi qu'on branche en fait aux bornes de la pile, si la pile avait été idéale. Dans la vraie vie, les sources de tension ne sont pas idéales. Elles possèdent toutes une résistance interne de valeur petit r, qu'on peut symboliser par, ici, le graphique suivant. Quand on trace la caractéristique d'une source de tension réelle, eh bien, on obtient la courbe suivante, qui est du coup une droite décroissante. Et cette courbe, elle a pour équation l'équation qui est donnée ici, qu'on a trouvée nous grâce à la loi des mailles, hein, puisqu'on fait la loi des mailles à l'intérieur du circuit. Et on voit qu'en fait, il suffit de déduire de la tension qu'on a au début, c'est-à-dire la tension qu'on a au tout début de notre pile, il suffit de déduire cette valeur-là, enfin de déduire à cette valeur-là la valeur de la tension aux bornes de la résistance interne, ici qu'on avait appelée UR. Je tiens à vous faire remarquer que le U0 ici, c'est la valeur qu'on lit quand l'intensité elle est nulle. Et alors, à quel moment on peut avoir une intensité nulle aux bornes d'une pile, que je vous représente ici, du coup avec la borne plus et la borne moins, eh bien c'est quand la pile, elle n'est reliée à rien du tout. C'est-à-dire que pour connaître le U0 d'une pile, vous avez juste à placer votre voltmètre aux bornes de votre pile. Avec ici la borne com et ici la borne volt. Voilà, c'était tout pour cette activité-là.